Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un sujet très intéressant. Je peux même dire l'un des sujets le plus intéressant, le plus important du ICT. Liquidity Sweep et Liquidity Run. En tant que trader, peu importe votre style de trading, si tu ne connais pas ce que c'est que Liquidity Sweep et Liquidity Run, si tu ne sais pas identifier Liquidity Sweep et Liquidity Run, tu ne connais pas la différence entre Liquidity Sweep et Liquidity Run, c'est que je ne sais pas quel type de trading que toi tu fais. Parce que je ne peux même pas te qualifier. En tant que trader, tu dois connaître exactement c'est quoi Liquidity Sweep. C'est quoi Liquidity Run. Comment identifier Liquidity Sweep et comment identifier Liquidity Run. Et quelle est la différence entre les deux. Alors dans ce tutoriel, on va voir exactement c'est quoi une Liquidity Sweep. C'est quoi une Liquidity Run. Comment les identifier. Où exactement les identifier, où on peut les identifier sur le graphique et leurs avantages. Et avant de commencer d'abord ici, on va commencer par leurs avantages d'abord. Ici, en tant que trader, comme je disais au début, peu importe ton style de trading, hein, si tu ne sais pas identifier une liquidity sweep, tu ne connais pas une liquidity sweep, tu ne sais pas identifier une liquidity run, tu ne connais pas une liquidity run, tu ne connais pas la différence entre les deux et tu ne sais pas où les identifier exactement, n'est-ce pas, sur le graphique, c'est que tu fais le trading aveuglement. Parce que je ne sais pas comment te qualifier en tant que trader si tu ne connais pas, n'est-ce pas, les deux là. Parce que le marché bouge à base de la liquidité. Et surtout, identifier les deux là, n'est-ce pas, te permet d'avoir une bonne entrée, un bon risque-reward et te permet aussi d'éviter certaines pertes inutiles au marché. C'est-à-dire identifier les deux là, liquidity sweep et liquidity run. Si vous êtes nouveau, vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Likez mes amis pour supporter cette chaîne. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Alors, on va commencer. C'est quoi une liquidity sweep? Une liquidity sweep, c'est tout simplement lorsque le marché ramasse de la liquidité et puis change de direction. Une liquidity run, c'est lorsque le marché ramasse de la liquidité et puis continue dans la même direction. Ici, vous pouvez voir ici, on a une liquidity sweep. Le marché a tout simplement ramassé cette liquidité ici et puis rapidement l'a changé de direction ici. Vous avez vu, cette liquidité a été ramassée ici. La liquidité qui était réservée à ce niveau ici a été ramassée tout simplement par cette cassure légère là. Et puis le marché a changé de direction. C'est ça qu'on appelle ici liquidity sweep, le ramassage des liquidités. Maintenant, liquidity run, cette liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité là et puis continuer dans la même direction. Maintenant, liquidity sweep nous conduit toujours dans un changement de direction. Liquidity run nous conduit toujours dans une continuation de tendance. J'espère que vous comprenez maintenant. Maintenant, comment les identifier exactement? Comment il faut les identifier? Pour les identifier, il faut mettre certains facteurs en jeu. C'est-à-dire, pour identifier ça, c'est une liquidity sweep, ça, c'est une liquidity run, il faut mettre certains facteurs en jeu. Et ces facteurs-là sont le biais et la zone. C'est tout. C'est-à-dire le biais et la zone. Lorsque tu combines ces deux facteurs, le biais et la zone, tu vas facilement et rapidement identifier une liquidity sweep et une liquidity run. Tu sauras rapidement la différence entre une liquidity sweep et une liquidity run. Par exemple, on descend ici, en bas ici. On met les facteurs en jeu, les deux facteurs en jeu, hein, c'est-à-dire comment les identifier. On va maintenant mettre les deux facteurs en jeu pour savoir les identifier. Savoir identifier que ça, c'est une liquidity sweep, ça, c'est une liquidity run. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que, en tant que trader, si vous savez identifier les liquidity sweep et les liquidity run, n'est-ce pas, elle vous permet d'avoir une bonne entrée, un bon risque reward
Et elle vous permet d'éviter certaines erreurs, c'est-à-dire certaines pertes bizarres au marché. Okay. En combinant les deux facteurs là, ça va nous permettre de savoir exactement c'est ça une liquidity sweep, c'est ça une liquidity run. On va faire facilement la différence entre eux. Et quels sont ces deux facteurs? C'est le biais et la zone. Et qu'est-ce que le biais? Le biais veut dire tout simplement la direction du marché. Le biais veut dire tout simplement la tendance. Est-ce que vous comprenez? Après avoir déterminé le biais et la zone, là, vous allez maintenant cesser à identifier une liquidity run et une liquidity sweep. Avant d'abord, je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez ici. En regardant tout simplement ici, là, avec une légère cassure comme ça, avec cette légère cassure-là, en tant que trader, n'est-ce pas, vous et moi, on va juger tous ensemble en tant que trader. Comment tu vas te rendre compte que cette cassure-là, c'est une cassure de retournement de tendance, cette légère cassure-là? Comment te rendre compte que c'est une cassure de retournement de tendance ou bien c'est une cassure de continuation de tendance? C'est-à-dire, c'est une cassure, n'est-ce pas, qui va faire un petit pullback et puis le prix va continuer à la hausse. Ou bien, c'est une cassure qui va changer de direction comme ça. Comment te rendre compte en tant que trader? J'espère que, n'est-ce pas, en regardant tout simplement comme ça, c'est un peu difficile. Parce qu'on va juger selon ceux qui sont là, la tendance qui est là. Ça, c'est clair. Mais quand on fait ça aussi, avec le concept de la liquidity run et liquidity sweep, si on juge selon ce qui est là, on va rater tout. On va rater tout. Pour savoir que, exactement, ce niveau-là, cette cassure-là, c'est une cassure de retournement de tendance ou bien c'est une cassure de continuation de tendance, il faut qu'on mette ces deux facteurs-là en jeu. Le biais et la zone. Parce qu'on ne peut pas seulement regarder ça comme ça, dire que oui, ça c'est un retournement de tendance, ou bien le prix va se retourner, va se limiter ici, puis faire, n'est-ce pas, continuer à la hausse, le prix va se limiter à ce niveau-là, ici, là, et puis continuer à la hausse comme ça. Et le prix par des traders vont juger comme ça, dire que ah oui, ici c'était une cassure de structure, ici cassure de structure, ici encore, ici aussi c'est une cassure de structure. Le prix va se, n'est-ce pas, va faire un pullback et puis continuer vers la hausse. Sans y penser de leur biais dans le gros time frame, sans penser de la zone. Est-ce que vous comprenez? Ici, pour savoir que cette cassure-là, c'est un ramassage de liquidités, c'est-à-dire c'est une fausse cassure, il faut qu'on combine les deux, n'est-ce pas, les deux facteurs. Alors, on a déjà déterminé la direction, on a déterminé le biais. Nous sommes dans une tendance baissière. On a déterminé le biais, nous sommes dans une tendance baissière. N'est-ce pas? Nous sommes dans une tendance baissière. Et ici, le time frame, c'est des Hascat. Nous sommes dans Hascat. Oh, excusez-moi. Nous sommes dans Hascat ici. Nous sommes dans un time frame de 4 heures. On a déterminé notre biais. On a déterminé la tendance dans Hascat. On va déterminer une zone dans Hascat encore. Là, on détermine ici, ça c'est un surprise zone qui est là. N'est-ce pas? On détermine ces surprise zones-là. La surprise zone, le surprise zone, peu importe. Comprenez ce que je suis, le message que je suis en train de passer. Ici, on détermine notre surprise zone ici. Dans le gros time frame, dans Hascat. Est-ce que vous comprenez? Après avoir déterminé votre biais et votre zone dans Hascat, lorsque vous allez descendre dans un time frame inférieur, vous allez voir ces arts de choses comme ça. C'est-à-dire ça là, c'est votre gros time frame que vous avez déterminé le biais et cette zone-là. Maintenant, lorsque le prix commence un pullback, attends, je vais enlever ça pour mettre les choses au clair. C'est-à-dire que vous avez déterminé la tendance, votre biais dans un gros time frame qui est Hascat ici. Vous avez encore déterminé cette zone-là dans le même Hascat. Maintenant, lorsque le prix commence un pullback, vous descendez soit
dans 15 minutes, M15 ou bien M30, vous allez voir quelque chose comme ça. Comme ça là. C'est-à-dire ça là, c'est votre gros time frame. Mais dans le petit time frame, lorsque le prix commence à faire un pullback, vous allez trouver quelque chose comme ça. C'est-à-dire en voyant tout simplement le prix en train de faire des cassures de structure. Cassures de structure, cassures de structure, comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à ce niveau-là, ici, ça sera-t-il une cassure de continuation? Le prix a fait cette cassure de structure ici. Le prix veut continuer vers la hausse. Ou bien, le prix a fait cette cassure, c'est une fausse cassure. Le prix veut continuer vers la baisse. En tant que trader, quand on met les deux facteurs-là en jeu, on peut savoir directement que ici, là, c'est une fausse cassure. Le prix a tout simplement ramassé de la liquidité ici. Ça, c'est un ramassage de liquidité ici, appelé liquidity sweep. Parce que ça, là, c'est sur une zone. Dans notre gros time frame, ça, c'est une zone. C'est cette zone qu'on vient de déterminer dans notre gros time frame. Alors, lorsque le prix arrive, pénètre dans notre gros time frame et qu'on voit une légère cassure comme ça, il y aura une forte probabilité que ça soit un ramassage de liquidité. Parce que le prix va sûrement, n'est-ce pas, retester ce niveau-là dans le gros time frame, après continuer vers la baisse. Parce qu'on sait que le biais est baissier. En regardant ça, on va se dire que c'est, n'est-ce pas, une tendance haussière dans le petit time frame. Mais en général, le biais est baissier. Alors, le prix va venir réagir dans la zone ici de notre gros time frame, après continuer vers la baisse. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, à ces arts de niveau ici, lorsqu'on voit ces arts de cassure légères dans notre gros time frame, dans la zone qu'on a déterminée dans notre gros time frame, on va se rendre compte que directement, c'est une fausse cassure. C'est une cassure de ramassage de liquidité. Le prix va juste ramasser la liquidité et puis se retourner. Est-ce que vous comprenez? En regardant ici, là, en regardant ici, le prix a ramassé de la liquidité ici et puis continuer vers la hausse, n'est-ce pas? Ici aussi, continuer vers la hausse. Ici aussi, ramasser la liquidité, continuer vers la hausse. Maintenant, quelle est la différence entre liquidity sweep et liquidity run? La différence est que le marché ramasse la liquidité et que continue dans la même direction. C'est-à-dire qu'ici, on avait de la liquidité ici. N'oubliez pas, au-dessus de tous les pics se trouve la liquidité. Au-dessous de tous les creux se trouve la liquidité. Alors, cette liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la même direction. La direction est haussière ici, dans le petit time frame. Le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la même direction. Ici aussi, la liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la même direction. Cette liquidité qui était réservée ici, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la même direction. Et la liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité ici et puis changer de direction. Là, ça c'est liquidity run. Liquidity run, liquidity run. Ici, liquidity sweep qui est là. Ramassage de liquidité et puis changement de direction. Liquidity run, lorsque le marché ramasse de la liquidité et puis continue dans la même direction. Liquidity sweep, lorsque le marché ramasse de la liquidité et puis change de direction. Et en tant que trader, vous devrez savoir identifier, n'est-ce pas, une liquidity sweep et une liquidity run. Lorsque vous savez identifier une liquidity sweep, ça vous permet d'avoir une bonne entrée, un bon risk-reward et ça vous permet d'éviter certaines pertes bizarres. Regardez, ici, regardez, hein, à ce niveau-là, excusez-moi, je vais enlever ça. À ce niveau-là, si au moins je mettais, n'est-ce pas, je ne tenais pas compte de cette zone-là, dans notre gros time frame, je ne tenais pas compte de cette zone et je ne tenais pas compte encore du biais, je me dis tout simplement que, ah oui, ça là, cette cassure-là, le prix va venir faire un petit pullback et puis continuer vers la hausse ici. Qu'est-ce que j'allais faire? J'espère que la plupart, la majorité des traders allaient prendre une position à ce niveau. Mettre tout simplement les stop loss tout légèrement ici.
et targeter un niveau très important, n'est-ce pas? Sans y penser du bien de notre gros time frame, sans penser de cette zone. Alors la plupart allaient prendre position comme ça, en se basant tout simplement de l'information qu'ils ont ici dans leur petit time frame. C'est ça que la plupart font. Et ils commettent ces erreurs. Ils vont tout simplement se focaliser sur ce qui se passe dans leur petit time frame, sans penser leur gros time frame. Est-ce que vous comprenez? La plupart allaient prendre des positions comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir le marché faire quelque chose comme ça, et puis les faire sortir du marché. Et si ils mettaient les deux facteurs en jeu, le biais et cette zone-là, j'espère qu'il allait savoir que cette cassure-là est une cassure, c'est un ramassage de liquidités. Cette cassure-là, c'est une fausse cassure. J'espère que vous êtes avec moi jusque-là. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et en tant que trader averti, n'est-ce pas, un trader qui sait déjà comment déterminer les ramassages de liquidités, où exactement on peut profiter des ramassages de liquidités, j'espère que ces arbres de trader-là n'allaient pas prendre des positions d'achat à ce niveau. N'allez pas prendre des positions d'achat à ce niveau, mais plutôt des positions de vente, n'est-ce pas? Ces arbres de trader allaient prendre des positions de vente à ce niveau, ici, soit faire leur entrée à quelque part ici, ou bien ici, ou bien sous la ligne du coup ici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement où il faut entrer. Lorsqu'on va aller sur le graphique, je vais vous montrer où exactement il faut entrer. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, on va aller sur le graphique, on va essayer de voir certains exemples, on va appliquer tout ce qu'on vient de faire ici, là. On se retrouve sur le graphique. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique. Ici, notre biais, d'abord, nous sommes dans une tendance haussière. Ça, c'est clair, ça. Nous sommes dans une tendance haussière. Et après encore, notre gros time frame, c'est Hascat. On a Hascat, on a pris Hascat comme notre gros time frame. Et nous sommes dans une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe une cassure de structure à ce niveau. Ici, là. On observe une cassure de structure ici. Il y a une cassure de structure à ce niveau. N'est-ce pas? Après cette cassure de structure, qu'est-ce qu'on voit? Exactement. On voit que le prix veut faire un pullback. Alors, ici, on va déterminer une zone. Toujours dans Hascat, on a déterminé notre biais, la tendance dans Hascat. On va déterminer une zone. Alors, cette zone-là, pour déterminer cette zone, on va essayer de voir ici la demande zone qui a conduit à la cassure de cette structure, n'est-ce pas? On va prendre cette demande zone-là. Ici, c'est pas ici, c'est ici, juste, ici, là. Alors, c'est ici qui a conduit à la cassure de structure, cette demande zone-là. Parce que ici, le prix a fait un pullback ici. Après, un autre pullback ici, un pullback ici, avant de faire la cassure de structure. Alors, c'est ce dernier pullback-là qui est choisi comme notre demande zone valide. Parce que c'est ici qui a conduit à la cassure de cette structure. J'espère que c'est clair. Alors, on a déjà déterminé notre demande zone. Qu'est-ce qu'on va faire? Le prix a déjà adamé une correction. Vous voyez, le prix a adamé une correction, non? Le prix a adamé un pullback. Alors, je vais descendre dans un time frame inférieur. Je descends dans un time frame inférieur pour voir ce qui va se passer ici. Ok. Mes amis, me voici sur le petit time frame ici. Je suis déjà dans un time frame inférieur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder le pullback qui se passe ici, là. D'abord, je vais déterminer la liquidité externe ici. Ça, c'est notre liquidité externe qui est là. Alors, je vais observer très bien le pullback qui est là. Parce que c'est la zone là qu'on vient de déterminer dans notre gros time frame. J'espère que c'est clair. Vous êtes avec moi. On va essayer de voir. Là, le prix a ramassé la liquidité ici à ce niveau-là. Oui, n'est-ce pas? Le prix vient de ramasser la liquidité à ce niveau. Ici. Alors, on continue pour voir ce qui va se passer. Le prix fait un petit pullback.
encore, on a une cassure de structure ici. N'oubliez pas que nous sommes dans notre petit time frame. Nous sommes dans notre time frame inférieur. OK? Si vous avez choisi 4 heures, on a choisi 4 heures comme si notre gros time frame, vous pouvez choisir 30 minutes ou 15 minutes comme si votre petit time frame, comme votre time frame inférieur. Ça dépend de vous. Est-ce que vous comprenez? Là, on va continuer à voir ce qui va se passer. Cassure de structure encore à ce niveau, ici. Là, on voit clairement que la structure est baissière dans notre petit time frame. Cette structure-là, elle est baissière, n'est-ce pas? OK, on continue. Là, le prix vient de toucher notre zone. Cette cassure-là, en regardant, quand je vais agrandir un peu, on va voir tous ensemble. En regardant ici le retest, ici, cette cassure-là, on ne va pas d'abord considérer comme si un ramassage de liquidité. Avant qu'on ne la considère comme un ramassage de liquidité, c'est que le prix doit casser ici. Le prix doit venir juste casser à ce niveau-là, avant qu'on ne considère ici comme un ramassage de liquidité. Mais si le prix ne casse pas ce niveau, on ne va pas, n'est-ce pas, considérer ici d'abord comme un ramassage de liquidité. Est-ce que vous comprenez? Le prix peut continuer à descendre un peu avant de continuer vers la hausse. J'espère que vous êtes avec moi. Là, on va continuer à voir. Vous avez vu, non? Le prix a fait une autre cassure de structure. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, avant qu'on ne considère la partie là comme un ramassage de liquidité, il fallait que le prix casse ici. Mais comme le prix a déjà fait un BOS, une cassure de structure, là, on va essayer de voir maintenant. Parce que le prix a proprement intégré dans notre zone maintenant. Là, on va essayer de voir. Très bien. Ici maintenant, c'est un ramassage de liquidité. Ici là, ça c'est un ramassage de liquidité. Comme vous voyez ici. Ici là. Attends, je vais essayer de... Dans notre petit time frame, nous sommes dans une structure baissière, non? Ici, le ramassage de liquidité à ce niveau est considéré comme une liquidity run. Parce que la liquidité qui était là, le marché a ramassé et puis continué dans la direction baissière. La liquidité aussi qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la direction baissière. La liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis continuer dans la même direction. Maintenant, la liquidité qui était là, le marché vient de ramasser cette liquidité et puis changer de direction maintenant. Vous avez vu, le marché vient de faire un change of character à ce niveau. On peut voir clairement, le marché vient de faire un change of character à ce niveau, ici. Attends, je vais essayer de... Le marché a fait un change of character à ce niveau. Alors, ces genres de choses-là, lorsqu'il se produit, lorsque ces genres de choses-là se produisent, où exactement tu dois faire ton entrée? Après le ramassage de liquidités comme ça, où exactement tu dois entrer en position? C'est que tu peux entrer en position ici. On a une demande zone ici, à l'extrême ici. N'est-ce pas? On a une demande zone là-bas. Attends, je vais essayer d'agrandir. Pour avoir une bonne entrée, on doit étudier le mouvement qui est là. Le mouvement qui a conduit au changement de caractère là. On doit étudier très bien ce mouvement-là. Alors ici, en regardant ici, attends, je vais essayer d'enlever ça d'abord. En regardant ici, on a une zone à l'extrême ici, une demande zone. Attends, je vais essayer de prendre ça un peu. On a une demande zone à l'extrême ici. Et aussi, en plus de cela, on a encore une autre demande zone ici. Regardez, on a encore une demande zone à ce niveau-là ici. Mais cette demande zone-là n'est pas valide. Il n'y a pas d'imbalance. Cette demande zone est déjà mitigée. Alors, il n'y a pas de probabilité que le prix peut venir là-bas. Le prix fait ce qu'il veut. Mais nous, il faut qu'on fasse les choses dans les normes. J'espère que vous êtes avec moi. Alors ici, il y a une faible probabilité que le prix vienne réagir ici parce que c'est déjà mitigé. J'espère que c'est clair. Mais au-dessus de cette zone tout légèrement, ici, on a une demande zone encore ici. Vous voyez cette demande zone là? On a une demande zone ici. Cette demande zone là, il y a de l'imbalance comme vous pouvez voir. On a de l'imbalance ici. Vous voyez, n'est-ce pas? On a de l'imbalance à ce niveau-là.
J'espère que vous connaissez l'imbalance, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait une vidéo sur les imbalances. Vous avez vu, on a l'imbalance ici. Alors, cette demande zone-là est une demande zone valide. Cette CP demande zone, du moins. Cette CP demande zone-là est une CP demande zone valide. Il y a une forte probabilité que le prix vienne réagir sur cette demande zone-là. Avec de l'imbalance tout, il y a une forte probabilité que le prix vienne réagir sur cette demande zone-là. Alors, on va garder œil sur cette demande zone-là. Le prix peut venir réagir sur la demande zone à l'extrême ici. Mais là, la probabilité est très faible. Mais ici, il y a une forte probabilité. Même en voyant de l'imbalance ici, n'est-ce pas, il y a une forte probabilité que le prix vienne réagir ici. On a encore une autre zone ici qui est la ligne du coup qui est là. N'est-ce pas? Le prix peut venir réagir sur la ligne du coup là et puis partir à la hausse. Bien sûr, là, on peut prendre une position soit ici, ici ou ici. Mais c'est ici qu'on va commencer. Soit on peut prendre position ici, ou bien on peut prendre position ici, ou bien dans cette zone-là. Mais cette zone-là a une forte probabilité que le prix vienne réagir ici. N'est-ce pas? Pour cette zone-là, c'est juste une cassure de la ligne du coup. Alors, le plus souvent, on vous dit quoi? On vous dit que lorsque vous avez double bottom comme ça, après la cassure de la ligne du coup, n'est-ce pas? Lorsque le prix va se retourner sur la ligne du coup, vous prenez position en espérant le prix vers la hausse. C'est vrai. Mais en parlant sur l'expérience, dans la plupart des cas, ce n'est pas ça qui se passe. C'est ça qui est écrit dans le livre. Mais dans la plupart des cas, avec l'expérience, ce n'est pas ça qui se passe. Dans la plupart des cas, le prix peut faire un pullback profond comme ça, venir réagir sur une zone ici, avant d'aller, ou bien même voir descendre jusqu'à l'extrême, la demande zone qui est à l'extrême ici. Réagir ici avant d'aller vers la hausse. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque le prix n'a pas fait un pullback normal, il y a une forte probabilité que le prix fait un pullback normal avant de continuer. Je n'ai pas dit dans tous les cas. Par exemple, attends, je vais vous montrer ça. Lorsque le prix fait quelque chose comme ça, n'est-ce pas, et que le prix se limite à quelque part ici, venir réagir ici, continuer, il y a une forte probabilité parce que quand on voit que ici c'est la ligne du coup, n'est-ce pas, ici c'est la ligne du coup. Quand on prend notre outil Fibonacci, on prend du creux ici jusqu'à ce niveau-là, on voit que ce pullback qui est là n'a même pas fait 50% du retracement. Alors, il y a une forte probabilité que le prix se limite à quelque part ici, venir faire un pullback, vrai pullback même, avant de continuer. C'est la raison pour laquelle il faut être très attentif. J'espère que vous êtes avec moi. Je parle basé sur l'expérience. Ok, on va essayer d'enlever ça. Je vais essayer d'enlever ça. Maintenant, on a ces trois niveaux déterminés. J'espère que vous êtes avec moi. On va essayer de voir quel est le niveau, n'est-ce pas, qui va rejeter le prix en mettant tous nos facteurs en jeu. On va essayer de voir. Vous avez vu, le prix vient de toucher la ligne du coup ici. Mais moi, pour mettre toute la sens de mon côté, je vais prendre mon outil Fibonacci. Je vais essayer de mesurer comme ça, voir exactement si ce retracement-là a fait 50%. Vous voyez, ce retracement n'a même pas fait 50%. Parce que le 50% de notre outil Fibonacci, c'est ici. C'est ici. Et ce retracement-là n'a même pas fait 50%. Si c'est d'autres personnes, parce que déjà, on a une confirmation sans derrière même ici, d'autres personnes pouvaient prendre position à ce niveau. Position d'achat à ce niveau-là ici. Comme ça. Mettre les stop loss tout légèrement ici. Et targeter la liquidité externe qui est là. Targeter la liquidité externe qui est à ce niveau ici. D'autres pouvaient faire ça aussi. Hein? D'autres pouvaient faire ça. Je n'en disconviens pas. Mais dans la plupart des cas, tu vas voir que le prix peut monter sans arriver sur la liquidité externe là et puis retourner, venir faire un vrai pullback. Mitiguer l'imbalance qui est là avant de partir. C'est la raison pour laquelle je vous dis, avant de prendre une position, il faut mettre tous tes facteurs en jeu. Si moi je vais prendre une position et qu'il y a l'un de mes facteurs qui manque,
j'oublie tout simplement cette position. Parce que le marché est plein d'opportunités. Si je rate cette opportunité, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus d'autres opportunités au marché. Le marché est plein d'opportunités. J'espère que c'est clair. Et d'ailleurs, il faut que j'ai une forte probabilité, n'est-ce pas? Je vois que les choses ont une forte probabilité de réussite avant que je n'entre au marché. Je ne vais pas seulement entrer au marché au hasard, aveuglement. Il faut que mes facteurs soient au complet. Là, j'aurai une confidence d'entrer au marché. J'espère que vous êtes avec moi. Si c'est d'autres, il allait prendre position à ce niveau. Comme je vous dis, ce retracement qui est là n'a pas fait 50%. Si on veut parler de la norme, ce retracement qui est là n'a pas fait 50%. D'autres pouvaient profiter ici. Alors, si c'était moi, si je voulais profiter maintenant du mouvement ici, j'allais juste targeter ici. Je n'allais pas targeter la liquidité externe là, mais j'allais targeter l'obstacle qui est là. J'espère que vous êtes avec moi. J'allais juste targeter ici. Là, vous voyez, mon risque-reward n'est pas bon ici. Mais en tout cas, je pouvais profiter ici quand même. Est-ce que vous comprenez? Mais dire que prendre position là et puis profiter ici, je n'aurais pas le faire. Parce que je vois que le pullback là n'est pas un pullback qui est tout à fait, n'est-ce pas, normal. Ce n'est pas un pullback direct. Ce n'est pas un pullback qui a fait 50%. Alors, je n'allais pas prendre position pour targeter la liquidité externe qui est là. Mais plutôt, je pouvais targeter juste ici. Hein. Si c'était en question de prendre position, j'allais juste targeter ici. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si l'un de mes facteurs manque, je ne prends pas cette position. Alors, j'allais d'abord oublier ici. J'allais oublier ça. Attendre un vrai pullback. J'espère que vous êtes avec moi. On va avancer, voir. On va essayer de tirer un peu la zone comme ça. Là, vous avez vu, non? Maintenant, ce que je vous disais là. Si toi, tu prenais une position à ce niveau, mettre ton stop loss tout légèrement ici, et puis tu targetes la liquidité externe qui est là. J'espère que ici, là, tu allais être sorti de ça du marché. Parce qu'en regardant ici, là, tu vois très bien, n'est-ce pas? Ici, là, tu allais être sorti du marché. Parce que le prix veut faire un vrai pullback avant de continuer. J'espère que c'est clair. Ok, on va continuer. Ici, déjà, le prix vient de pénétrer dans la zone. Si c'est d'autres, ils peuvent prendre, avec cette probabilité ici, n'est-ce pas? Ils peuvent prendre tout simplement une position ici, un buy limit ici, en targetant tout simplement ici la liquidité externe qui est là. Est-ce que vous voyez? Mais en regardant tout simplement cette bougie-là, rouge-là, qui a pénétré dans notre zone, ça fait un peu peur. Ou bien, on aura tendance même à dire que oui, cette bougie rouge-là veut casser notre zone, demande zone ici. Alors, ici, la meilleure des choses à faire, soit c'est de descendre dans un autre time frame encore, pour pouvoir raffiner, voir exactement ce qui se passe ici. Parce que le prix a déjà pénétré dans notre zone. J'espère que c'est clair. Mais d'autres allaient déjà prendre une position, un sell limite comme ça. Il n'y a pas de problème parce que la zone est valide. Là, je vais descendre dans un time frame inférieur pour voir ce qui se passe exactement dans cette zone. Ok. Mais voici sur le petit time frame, n'est-ce pas? Je suis dans le petit time frame comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois voir exactement ce qui se passe ici. Je continue pour voir. Ok. On a une bougie verte qui vient tout juste. Attends, je vais agrandir. On va voir tous ensemble. On a une bougie verte ici qui vient de se former. N'est-ce pas? Là, je pouvais prendre position, moi, sur cette bougie verte là ici, comme ça.
Là, on pouvait prendre encore, d'autres pouvaient prendre position sur la fermeture de cette bougie verte-là et mettre les stop loss tout légèrement ici. Targeter la liquidité externe. Encore. Targeter la liquidité externe comme ça. Vous avez vu? Là, on va continuer à voir. Vous voyez, la position a été activée. Leur position a été activée. On va essayer de voir. On va essayer de voir ce qui va se passer exactement. Vous avez vu? Là, cette position-là allait être profitable, comme vous pouvez voir ici. Vous avez vu, non? Ceux qui ont pris une position, ces limites ici, ça allait masser. Et ceux qui sont descendus dans un time frame inférieur encore, pour raffiner la zone, pour voir ce qui se passe exactement dans la zone ici, ça allait encore masser pour ces ans-là. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, pour prendre une position, il faut toujours cesser des fortes probabilités. Mettre tous les facteurs en jeu. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo.